Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous aborderons aujourd'hui une question de fond concernant les axes de l'identité israélienne et des véritables buts du projet sioniste. Abordée de manière souvent controversée lors des premières décennies du jeune Israël par les hautes figures politiques qui luttèrent pour la renaissance de l'État hébreu, cette question se trouve de nos jours au cœur de bien des dilemmes et des interrogations des institutions nationales, bien sûr, mais aussi de la société civile israélienne elle-même, lesquelles se trouvent en fait actuellement un véritable carrefour de leur histoire. Quelques données historiques de référence pour situer notre débat avant de dialoguer avec notre invité. Tout d'abord, bien que certains rabbins et érudits du judaïsme l'aient au départ fortement soutenu, le mouvement sioniste, surtout après l'époque de Théodore Herzl, fut essentiellement un mouvement national laïque, voire même parfois anti-religieux, qui œuvrait pour la création d'un foyer national juif en terre d'Israël en tant que refuge et planche de salut face aux assauts meurtriers de l'antisémitisme européen, mais sans avoir eu le temps et les ressources d'élucider les contours précis de la société qui se développerait une fois ce projet mené à bien. Deuxième remarque, alors qu'il était lui-même minoritaire au sein des instances dirigeantes du Yishuv et de l'agence juive, quand il proposa de proclamer l'indépendance de l'État d'Israël le jour même du départ des troupes britanniques de la Palestine, le 14 mai 1948, David Ben Gurion, le leader charismatique de la guerre de 47-49, la guerre d'indépendance, puis des premières années de l'État, imposa les règles de coexistence du fameux statu quo, censé régir les relations entre le monde juif religieux et les secteurs des Israéliens laïcs. Mais il ne s'agissait là que d'un accord technique et institutionnel qui ne put en rien décider et encore moins trancher pour tout ce qui concernait les rapports de l'État d'Israël à la tradition juive et hébraïque. Et ce, bien que le calendrier officiel du jeune État juif ait été bel et bien dès le départ, dès 48, le calendrier juif avec le Shabbat et les fêtes religieuses juives comme jour officiel de repos pour toute la nation. Troisième remarque préalable, plus de 70 ans après sa renaissance en terre d'Israël et au-delà de leurs immenses succès, l'État d'Israël, mais aussi ses institutions, tout comme la société israélienne elle-même, continue de débattre à tout vent, et j'allais dire presque tous les jours, du rôle que doit tenir dans le pays le patrimoine religieux, juridique, moral et philosophique de la tradition juive presque 6 fois millénaire. Et ce, à l'occasion de véritables débats nationaux, dont les exemples les plus récents, tout le monde l'a vu, et les plus animés, sont la loi sur Israël en tant qu'État-nation du peuple juif, qui fut votée l'an dernier par la Knesset, mais qui est toujours aussi contestée par une partie de la classe politique et de l'opposition au gouvernement Netanyahou, et aussi un autre projet de loi qui fut à l'origine du retour aux urnes programmé pour le 17 septembre prochain, après 3 mois d'un premier tour, si on pourrait dire, la fameuse loi non encore définitivement adoptée, réorganisant la conscription dans le Tsahal pour les jeunes juifs israéliens religieux orthodoxes. Alors, pour parler de tout cela avec nous aujourd'hui dans le studio, Pierre Lursa. Pierre, vous êtes avocat, vous êtes analyste et auteur de plusieurs livres sur l'islam politique, puis de plusieurs ouvrages de réflexion sur Israël, dont le dernier en date, intitulé « Israël, le rêve inachevé », dont la une figure derrière vous, est paru en décembre 2018 aux éditions de Paris, Max Chaleil. Alors, une première question s'impose pour à la fois parler de votre livre et soulever les questions qu'il pose. Le fil conducteur de cet ouvrage, de tout votre ouvrage, Israël, le rêve inachevé, particulièrement celui des premiers chapitres évoquant certaines grandes figures de la littérature israélienne, inspiré, dites-vous, par une idéologie cananéenne, puis campant aussi ensuite, dans les pages suivantes, les personnalités emblématiques ayant fondé et dirigé l'État juif, c'est ce que vous appelez la tentation de rupture d'avec l'identité juive historique qui a accompagné le projet sioniste dès ses débuts. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, cette tentation de rupture. Oui, ce que j'appelle la tentation de la rupture, c'est en fait l'ambivalence qui réside au cœur même du projet sioniste. C'est-à-dire, est-ce que le projet sioniste, c'est la continuité de l'histoire juive, ou alors est-ce que c'est une rupture avec l'histoire juive ? Et finalement, cette question, elle est toujours en suspens, parce que les deux tendances sont toujours présentes au cœur du projet politique sioniste et israélien. Et donc, en fait, pour résumer cette question, c'est est-ce qu'on continue l'histoire juive en Israël, ou alors est-ce qu'on est en train de vivre
une rupture, finalement, et même puisque vous parlez de Ben Gurion tout à l'heure, même chez Ben Gurion, je dirais cette question était déjà présente, puisque quelque part, dans la vision sioniste traditionnelle de Ben Gurion de cette époque, c'était à la fois, on revenait en Israël, on revenait dans le pays de la Bible, mais en même temps, on faisait un énorme saut sur 2000 ans d'histoire galoutique et exilique, et donc quelque part, on avait réécrit un petit peu l'histoire juive pour qu'elle s'adapte à cette historiographie sioniste. Donc il y avait déjà quelque part cette tentation de la rupture. Mais d'autres ont été encore plus loin, puisque pour ceux dont je parle, le mouvement cananéen et ses héritiers politiques aujourd'hui, on pourra en dire quelques mots, pour eux, la rupture, c'est non seulement avec le passé de l'exil, ce qui est dans le sionisme une vision traditionnelle, mais c'est même avec l'histoire juive tout entière. Donc ça serait carrément devenir un nouvel homme. Le nouvel homme, mais un nouveau peuple qui n'aurait plus rien à voir avec Israël, ni celui de la diaspora, ni celui de l'Antiquité. Donc là, c'est la rupture la plus poussée, la plus radicale. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, totalement coupé de la réalité. C'est pas seulement des écrivains ou des penseurs un petit peu marginaux, oui, ou la plupart d'ailleurs sont oubliés aujourd'hui, mais quelque part c'est une tendance qui est présente jusqu'à aujourd'hui, et l'exemple le plus frappant à mes yeux, c'est un journal qui vient de fêter son centenaire, qui est le journal Haaretz, qui illustre à mes yeux cette tentation de la rupture. Et quand vous lisez par exemple les pages culturelles de Haaretz, vous avez toujours l'impression d'être en Europe. Vous voyez des pages culturelles de Haaretz, c'est comme si on était un Européen qui est en vacances provisoirement à Tel Aviv, mais en fait, le cœur véritable de son identité, il est en Europe ou il est aux États-Unis, mais il n'est pas ici, n'est-ce pas ? Et donc, l'un des temps dramatiques, on y reviendra sur cette ambivalence, parce que ça traverse, si vous voulez, vous étudiez dans votre livre toutes ces formes de concrétisation dans l'Israël d'aujourd'hui, mais l'un des temps dramatiques commentés dans votre ouvrage, de cette tentation de rupture avec l'identité juive, ce fut la catastrophique remise des clés du mont du Temple en vieille ville de Jérusalem, qui fut d'ailleurs depuis appelée par l'AFP et la plupart des médias internationaux l'esplanade des mosquées. Eh bien, ces fameuses clés qui furent remises ou restituées plutôt au Waqf jordanien, c'est-à-dire les administrateurs religieux jordaniens, après la stupéfiante libération de Jérusalem par Tsahal lors de la guerre des 6 jours en juin 67. Alors, la question qui se pose, puisque vous faites un cas particulier de ce moment, de cet instant de 67, était-ce là de l'inconscience de la part des dirigeants israéliens, Dayan en particulier, ou un manque de foi juive, ou bien plutôt une propension malheureusement elle aussi très juive et vérifiée dans bien des circonstances diverses, cette propension juive à aller au-devant des exigences de la communauté internationale, à se prosterner, je dirais, devant les diktats des nations étrangères. Comment vous analysez ce moment ? Oui, c'est un sujet crucial. C'est peut-être le moment de l'histoire d'Israël, de l'Israël contemporain, auquel cette question fondamentale s'est posée avec la plus grande acuité. C'est pour ça que la guerre des 6 jours, quelque part, on n'en finit pas de revenir sur ce moment et de l'interpréter, de le réinterpréter. Et la question reste encore ouverte parce que finalement on n'a pas encore vraiment compris ce qui nous est arrivé, et effectivement c'était le moment précis où Moshe Dayan décide on va rendre les clés au Waqf, on va surtout pas s'encombrer de ce qu'il appelait du mont du Temple, ouais. Oui, et que lui il appelait le Vatican. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire de ce Vatican, et dans cette phrase il y a vraiment, je dirais, il y a la quintessence de cette idéologie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, les Israéliens, les nouveaux Israéliens, juifs débarrassés de la tradition, du poids de la tradition, qu'est-ce qu'on va s'encombrer de ces reliques qui vraiment nous... Explosives, par ailleurs. Oui, en plus, alors évidemment, il y a un aspect géopolitique, évidemment, mais je crois que l'aspect identitaire est encore plus fort que l'aspect géopolitique. Et moi, je rapprocherais ça, si vous voulez, de quelqu'un qui n'a rien à voir, quelque part, avec l'histoire d'Israël, enfin, qui n'a pas de rapport direct, mais à mon avis, c'est une citation qui permet de comprendre aussi cette tentation. C'est une citation de Sigmund Freud qui, comme vous savez, s'était intéressé au sionisme. Il s'est exprimé un petit peu sur le projet sioniste à son époque, donc avant la création d'Israël, et il avait dit un jour: je ne pense pas que la Palestine pourra jamais devenir un État juif, ni que les mondes chrétiens et islamiques soient prêts à ce que leur lieu saint soit sous contrôle juif. Il me parut plus judicieux d'établir une patrie juive sur une terre moins chargée d'histoire. En Ouganda, par exemple. Alors, il ne parlait pas de l'Ouganda, et il disait: je ne puis cultiver de sympathie pour une piété mal dirigée qui transforma un morceau du mur
mur d'Hérode en relique nationale, offensant ce faisant les sentiments des autochtones palestiniens. C'est intéressant parce que c'est une citation qui date des années 30 et on croirait lire Il parle du Kotel, évidemment. Oui, il parle même pas du monde du temple, il parle simplement du Kotel. Et déjà, il y a toute cette idéologie qui est déjà en place quelque part. Donc le débat d'aujourd'hui, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout était déjà en place dans les années 20 et 30. Et donc Freud, il exprime exactement le même sentiment que Dayan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va s'encombrer de ces reliques alors que nous, on veut être un peuple libre et on veut surtout pas attiser en plus la colère des vieilles querelles théologiques et autres. Oui, et en plus avec l'idée que si on se débarrasse de ces vieilles pierres, eh bien, on aura beaucoup plus de facilité à se faire accepter par notre environnement arabe et quelque part, on va dissiper l'hostilité arabo-musulmane en disant on n'a rien à voir avec ces vieilles pierres. Alors, sans faire de jeu de mots, et on en reparlera tout à l'heure dans la suite de notre dialogue, c'est le retour du refoulé aujourd'hui. Et dès avant de parler de ça, je voudrais, puisqu'on parlait de Freud et du refoulé, je voudrais revenir aux géopolitiques en vous citant dans le chapitre à la fin du livre qui parle de cet instant de la remise des clés, et je vous cite: donc en remettant les clés du mont du Temple au Waqf Jérusalem, écrivez-vous, au Waqf jordanien, Moshe Dayan pensait en effet éviter un conflit ouvert avec le monde musulman et désamorcer le baril de poudre que représentait à ses yeux ce lieu sacré. Bon, ça c'est la dimension géopolitique, mais ça excède cela. Alors je poursuis cette conception, enfin vous poursuivez, cette conception est demeurée inchangée jusqu'à ce jour. Elle est partagée grosso modo par tous les dirigeants israéliens qui se sont succédés depuis lors. Or, cette conception, dites-vous, des rapports entre Israël et le monde musulman est fausse, car elle repose sur un présupposé erroné qu'on pourrait exprimer ainsi. Si Israël renonce à asseoir sa souveraineté pleine et entière sur le mont du Temple, les musulmans comprendront que ses intentions sont pacifiques et le laisseront tranquille. Or, c'est un présupposé similaire qui est à la base de la conception selon laquelle Israël pourrait parvenir à la paix avec les Arabes en leur restituant des territoires, restituant entre guillemets, la fameuse formule d'Oslo, les territoires contre la paix. Or, l'expérience des 30 dernières années, dites-vous, montre que c'est précisément le contraire qui s'est produit. Le monde arabe et musulman n'a pas exprimé sa reconnaissance à Israël pour sa générosité des retraits du Sinaï, du Sud-Liban, de large partie de la Judée-Samarie et de Gaza, et pour la liberté de culte dont jouissent les fidèles musulmans sur le mont du Temple. Donc, ce qui est en jeu avec l'instant Dayan, c'est pas seulement un mauvais calcul stratégique, c'est une totale incompréhension des gens à qui on a affaire ici dans cette région. Oui, c'est à la fois, je dirais, une incompréhension de qui nous sommes et de qui ils sont, parce que les deux vont de pair. Parce que évidemment, si on se voit comme des étrangers sur notre propre terre, alors on peut pas être accepté par nos ennemis ou par nos voisins. C'est ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine, mais le récit des explorateurs, on dirait qu'il a été écrit pour notre génération. C'est effectivement, si on n'a pas conscience d'être rattaché par un lien puissant, identitaire, historique à cet endroit géographique, alors il n'y a aucune chance pour que les autres l'acceptent aussi. Et c'est ça un petit peu la grande illusion, quelque part, de cette tendance toujours présente dans le mouvement sioniste et dans l'État d'Israël. C'est de croire que plus on sera quelque part, moins on revendiquera nos droits et plus on sera accepté, ou même plus fondamentalement de croire que on va un peu se déguiser, on va prendre un habit, on va dire, on est juste venu ici créer un État moderne qui va apporter refuge aussi. Oui, il y a l'État refuge, il y a aussi l'État qui va apporter la prospérité. Ça, c'est d'ailleurs une idée qu'on trouve chez Herzl, mais évidemment dans un esprit très différent parce que c'est un homme du 19e siècle. Mais finalement, si on est des Occidentaux, si on vient apporter ici les bienfaits de l'Occident, alors les Arabes vont nous accepter. Une formule qui a toujours été présente dans la pensée politique sioniste et que Jabotinsky avait tourné en ridicule à l'époque dans son fameux article Le mur de fer. Et finalement qui était présente aussi dans les accords d'Oslo, dans l'idée du nouveau Moyen-Orient de Shimon Peres. Donc il y a toujours cette tentation de dire on va vous apporter des bienfaits économiques et la prospérité, et en échange vous nous laissez vivre tranquillement. C'est le sommet du Bahreïn qui se tient, bien que là c'est le président des États-Unis, mais il y a aussi quelque chose qui emprunte à cette conception selon laquelle l'argent, la prospérité vont régler tous les problèmes. Oui, c'est quelque part d'ailleurs ça rejoint peut-être un petit peu finalement c'est un petit peu une figure tutélaire du juif accepté en tant que celui qui manie l'argent pour ses voisins, et quelque part ça renvoie à quelque chose d'ancien dans l'histoire juive. C'est pas par hasard, mais l'alternative, en fait, quelque part, moi je dirais qu'il y a
trois attitudes possibles pour Israël. Soit cette attitude donc, dont on parle de dire on est simplement un bastion avancé de l'Occident, on vient ici pour amener la prospérité. 52e État des États-Unis aussi. Oui, alors il y a une autre idée qui avait été avancée à l'époque des accords d'Oslo, puisque les accords d'Oslo c'était un discours aussi multiforme, c'était aussi de dire, d'ailleurs Shimon Peres aussi le disait, on va s'intégrer dans le Moyen-Orient arabe. Le marché commun du Proche-Orient. Voilà, alors lui c'était carrément, on va devenir presque... Mais il avait accepté, on lui avait posé la question, ce que vous dites me rappelle cela, ce qui m'avait sidéré, est-ce que Israël pourrait adhérer à la Ligue arabe? Il avait répondu, mais bien sûr. Oui, Israël membre de la Ligue arabe. Ce qui n'était pas une boutade, c'était vraiment une croyance sérieuse. Ça fait sourire, mais il y croyait vraiment. C'est-à-dire que on peut même s'intégrer tellement au Moyen-Orient qu'on deviendrait presque des Arabes. Et là aussi, c'est une tentation qui existe dans l'histoire du sionisme. Vous savez qu'il y avait beaucoup de fameux orientalistes juifs et israéliens. Il y a une école orientaliste israélienne qui a des racines anciennes et qui pensait aussi qu'on pouvait s'intégrer ici, parce que finalement, on est tous des sémites, n'est-ce pas? Donc, les Arabes et nous sommes frères, nous sommes proches. Et la troisième voie, quelque part, je dirais la voie du milieu, la voie authentique, c'est celle de dire vraiment qui nous sommes et d'être accepté en tant que tel, en tant qu'Israélien, en tant qu'Hébreu. C'est intéressant, en parlant tout à l'heure de Freud et du retour du refoulé, on pourrait dire, bien que toutes ces élites qui ont voulu couper, qui ont voulu construire l'homme israélien nouveau, on niait tout enracinement juif, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous m'avez fait rappeler, en citant la paracha des explorateurs, un commentaire absolument percutant du Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui en conclusion de son commentaire en français pour ce qui est de cette référence de la paracha des explorateurs chez Lecha, dit la chose suivante pour expliquer non pas seulement l'attitude des explorateurs en leur temps, les explorateurs bibliques, mais pour essayer de décrypter l'attitude de ceux qui n'arrivent pas à décrypter ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus faire sur la terre des Hébreux. Il dit la chose suivante, et c'est là un retour du refoulé, ça c'est intéressant, Freud va nous applaudir. Il dit la chose suivante: à force de s'être senti tellement chez nous en diaspora, maintenant que nous sommes de retour, c'est-à-dire de s'être assimilés, d'avoir pris les valeurs européennes, occidentales, maintenant que nous sommes de retour sur notre terre, nous nous sentons étrangers par rapport aux gens qui circulent sur cette terre et dont beaucoup de tendances de la société israélienne reconnaissent les droits, c'est-à-dire on a honte d'être les propriétaires de cette terre. Et c'est un retour du refoulé, véritablement, qui est d'origine pas seulement psychanalytique, mais qui est, si vous voulez, qui est le vécu traumatisant du juif de diaspora, dont les idéologues cananéens et autres ont voulu se couper, mais en fait ils reconduisent des attitudes diasporiques. Oui, eux, dans leur vision, dans leur utopie à eux, c'était finalement faire table rase du passé juif pour devenir un nouveau peuple sur une terre qui n'aurait rien à voir avec l'histoire juive. Et effectivement, quelque part, comment est-ce qu'on peut prendre racine sur cette terre si on fait table rase de notre identité? Donc effectivement, c'est une illusion. Et on peut pas faire table rase, de toute façon, c'est pas possible. Effectivement, ce que vous appelez le retour du refoulé, moi je dirais simplement, c'est le fait que on peut pas échapper à notre identité. Et ça, c'est l'histoire de la Galoute et de la Shoah est là pour nous le rappeler. Et donc, on devrait être les premiers à s'en souvenir, puisque on est aussi les héritiers de cette histoire-là. Alors, j'ai une autre question qui approfondit un petit peu notre réflexion. Bien que cette idéologie qualifiée de cananéenne dont nous parlons, nous cessons de parler d'elle en ce début de débat, soit devenue tout de même... d'un côté, on peut dire qu'elle est surannée parce que les idéologues cananéens en tant que tels, ils ne parlent pas tellement, mais en même temps, il y a des survivances fortes. Eh bien, il subsisterait de cette idéologie, cette volonté qu'on pourrait justement traiter de post-sioniste, et vous en parlez dans votre livre, de pas mal d'Israéliens, de faire de l'État juif, l'État hébreu, l'État de tous ses citoyens. Cette fameuse formule qui avait été inventée, qui avait été promue par Yossi Bellin au moment des accords d'Oslo, quand il avait remis en cause, par exemple, la loi sur le droit au retour de tous les juifs du monde en Israël. Un objectif, donc l'État de tous ses citoyens, qui a pris son envol au milieu des années 90, je le disais, dans le sillage des accords d'Oslo, qui furent passés avec l'OLP d'Arafat, et qui est revenu aujourd'hui encore au goût du jour lors des récents débats animés au cœur de la classe politique du pays autour de la loi sur l'État-nation. Alors, qu'est-ce que serait, peut-être pour essayer de
de décrypter les avatars et les risques de ces subsistances cananéennes. Qu'est-ce que serait donc un Israël devenu l'État de tous ses citoyens? Serait-ce une figure à l'israélienne d'un multiculturalisme et du cosmopolitisme en vogue qui surfe aujourd'hui sur les eaux troupes du village global? Et ce multiculturalisme-là, qui a en fait, on évoquait la semaine dernière avec Shmuel Trigano, qui a désormais envahi presque toute la planète. Qu'est-ce que c'est l'État de tous ces citoyens? Quel est le risque? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, alors pour comprendre cette formule et aussi l'idéologie qui la sous-tend, il faut se rappeler que c'est la même époque en fait à laquelle c'est l'époque des accords d'Oslo dont on parlait, donc au début des années 90, c'est aussi l'époque de la révolution constitutionnelle. Donc c'est concomitant, ces deux événements marquants, c'est-à-dire le gouvernement des juges. Oui, voilà, et finalement, je dirais que c'est un petit peu la suite logique de la guerre des 6 jours dont on a parlé avant, parce que la génération de 67, elle est confrontée tout d'un coup à l'héritage biblique qui lui revient, qui comme un cadeau, boomerang, ouais. Comme un cadeau du ciel, et aussi, alors avec peut-être ce débat d'interprétation qu'on n'a pas évoqué, mais pour la gauche et pour la Shomer Hatzaïa, il y a le fameux livre Siar le Hamim, les voix des combattants, qui dit nous, on veut pas de cette victoire empoisonnée. Pendant même la guerre, déjà, alors même qu'on est en train de vivre cette guerre, ils nous disent déjà, on ne veut pas de ces territoires, on n'a pas à gagner pour conquérir des territoires. Donc tout de suite, ce refus, le même refus que Dayan qu'on évoquait précédemment, le refus d'assumer ces territoires et donc cette identité. Et une génération plus tard, je dirais, ce refus, il arrive vraiment au pouvoir, à la fois avec les accords d'Oslo, avec la période donc du gouvernement Rabin Peres, qui veut essayer de mettre en œuvre cette politique un petit peu délirante de renoncer à tous les principes fondamentaux du sionisme, et en même temps la révolution constitutionnelle, qui elle, quelque part, est une façon aussi pour une certaine gauche post-sioniste ou d'extrême gauche ou extrême gauche, de continuer de garder le pouvoir, alors même que... et de mettre au poste de commande, au niveau juridique, au niveau des principes juridiques, le cosmopolitisme européen occidental, au niveau juridique. Oui, alors... au niveau juridique et au niveau idéologique, parce qu'en fait, ce qu'a fait le juge Aaron Barak... quelque part, c'est de faire de la Cour suprême non seulement l'arbitre de la politique israélienne, mais bien encore au-delà de ça, c'est de donner à la Cour suprême la compétence de fixer les normes, finalement, et donc de s'aventurer sur le terrain des valeurs, alors qu'en principe, le domaine du droit, c'est pas le domaine des valeurs, c'est autre chose. Non, c'est pas les normes juridiques n'expriment pas les valeurs fondamentales d'une société. Et lui, il s'est arrogé ce droit-là, et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les débats sur toutes les questions, puisqu'il n'y a plus aucune limite aujourd'hui. Donc la Cour suprême est chargée de fixer les valeurs de l'État d'Israël, ce qui évidemment est un pouvoir totalement exorbitant, qui lui, normalement, le seul organe qui peut fixer les valeurs, c'est le peuple par ses représentants, c'est le gouvernement, c'est la Knesset, mais c'est surtout pas le pouvoir des juges, n'est-ce pas? Donc ça, c'est, je dirais, le tour de passe-passe juridique constitutionnel du juge Barak, qui évidemment correspond aussi à la volonté des accords d'Oslo, c'est-à-dire quelque part de renoncer aux acquis du sionisme politique et de revenir à une conception, donc l'État de tous ses citoyens. Finalement, qu'est-ce que c'est? Il suffit de lire les textes du juge Barak ou certains arrêts très parlants de la Cour suprême pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement un État occidental dans lequel le judaïsme serait au mieux une espèce de folklore. Oui, un certain folklore. Ou alors, pour en revenir à la formule occidentale, les juifs peuvent être juifs chez eux, dans leur foyer, à la maison, mais sur la place publique, il n'y a rien de juif. Voilà, donc ça serait quelque part, évidemment... C'est d'ailleurs pourquoi les tenants de cette formule et de ce projet qui, heureusement, n'a pas vu le jour, c'était par exemple, c'est pas seulement les Arabes israéliens qui ont proposé ça, mais qu'on change le drapeau israélien, qu'on change l'hymne israélien, et que l'État d'Israël devienne l'État de tous ses citoyens et toutes ses minorités, quelque chose de parvé qui ne se rattache plus du tout à l'histoire juive. Oui, et avec
finalement, effectivement, le débat sur Israël État-nation, c'est bien la conséquence logique de tout ça, parce que si on est l'État de tous ses citoyens, on n'est plus l'État-nation du peuple juif. Donc effectivement, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas être les deux à la fois. Et donc, en fait, d'ailleurs, ce qui est frappant, quand on suit cette évolution, ce débat politique, c'est que le fameux statu quo que vous évoquiez tout à l'heure, il a été finalement balayé, mais pas dans le sens qu'on nous dit. Parce que si vous lisez les médias israéliens, on nous parle toujours de Hadata, de coercition religieuse, mais en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que, en tout cas sur le plan des valeurs et sur le plan des institutions, on est plutôt dans un recul face au caractère juif de l'État. Et c'est bien de ça qu'il est question. Et c'est bien pour ça que l'État Israël-État-nation, qui finalement ne disait rien de plus que la déclaration d'indépendance, a été tellement contesté. Et c'est pour ça aussi que les tenants de ce qu'on appelle le mishpat haïvri, de ceux qui voulaient, au niveau juridique, ne pas simplement faire reposer la législation israélienne sur les apports turcs, britanniques et autres, romains même, et d'avancer quant à eux les solutions hébraïques dans bien des domaines pas seulement de jurisprudence, mais aussi de principes juridiques, ont beaucoup de fer à retordre. Oui, le droit hébraïque, c'est le cœur du problème de l'identité. Et d'ailleurs, les partisans du droit hébraïque à l'époque où c'était vraiment un débat brûlant dans les années avant qui ont précédé la création de l'État, avait bien compris que si Israël devait être un État juif, il fallait qu'il ait aussi un droit juif. Et pour eux, c'était aussi évident que l'hébreu comme langue de l'État d'Israël. Et s'ils voyaient aujourd'hui l'État d'Israël appliquer un droit avec des différentes strates ottomanes, anglaises, aujourd'hui occidentales, américains ou européens, ils trouveraient ça aussi inconcevable que l'idée que l'État juif puisse parler allemand, comme Herzl avait lui-même envisagé à un certain moment, mais il était revenu sur cette idée. Donc, effectivement, le débat sur le droit, on est au cœur du débat sur l'identité de l'État d'Israël. C'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Dans un chapitre très, très approfondi du livre. Alors, pour continuer notre trajectoire en essayant de peser le pour et le contre, il y a un paradoxe tout de même quand on analyse cette question de l'État de tous ses citoyens, c'est que alors qu'on assiste depuis au moins 3 décennies, de manière de plus en plus accélérée d'ailleurs, un puissant mais très diversifié, j'allais dire même peu conventionnel, retour au judaïsme et aux sources juives de la part de nombreux Israéliens, de nombreux secteurs israéliens, à tel point qu'un hebdomadaire en langue anglaise, ce dernier Shabbat, titrait un article assez intéressant dans lequel il dit il va falloir, pas simplement aux Juifs et aux Israéliens, il va falloir réfléchir en termes sociologiques aux judéo-israéliens. Je ne sais plus quelle était la formule en anglais, mais il y a une nouvelle forme de judaïsme aujourd'hui qui voit le jour. Alors, ce post-sionisme dont on parlait des partisans d'Israël comme État de tous ses citoyens, n'est-il pas tout de même un phénomène assez minoritaire en Israël, malgré les tentatives du juge Barak, etc. Je parle au plan sociologique, au plan je dirais, du terrain. Surtout que le pays, et ça c'est lié aussi au processus géopolitique, s'est ostensiblement restructuré depuis plus de 15 ans autour de ce qu'on appelle un consensus sociopolitique plus identitairement marqué, notamment après l'échec des retraits unilatéraux du Liban en mai 2000 sous Barak et du Gush Katif en août 2005 sous Sharon, qui n'ont fait que renforcer l'irrédentisme et l'agressivité arabo-islamique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, au niveau des sondages d'opinion, de ce qu'on appelle l'index de la paix, qui sont produits presque chaque mois par différentes institutions, on trouve en fait un consensus d'environ à 60 à 65, les 2 tiers en fait d'Israéliens, qui sont absolument opposés à toute concession territoriale et à une nouvelle partition de Jérusalem, des phénomènes qui n'existaient pas dans les années 70-80, où c'était moitié-moitié avec, disons, des idées de gauche répandues. Aujourd'hui, il y a un retour à l'identité juive qui se traduit en termes sociopolitique aussi. Oui, alors c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est purement apparent, parce qu'en fait c'est bien pour ça, c'est bien précisément parce que le peuple est de plus en plus majoritairement religieux, traditionnaliste, attaché à la tradition, que ce soit le nom qu'on lui donne, et de droite, que ces élites d'une autre idéologie, voilà, ouais. Ces élites qui voient ce mouvement de retour à la tradition et ce mouvement de droitisation de l'échiquier politique avec crainte, et donc elles s'arc-boutent, et quelque part effectivement les accords d'Oslo
Et comme la révolution constitutionnelle, c'était quelque part une tentative pour pérenniser un pouvoir d'une gauche en perte de vitesse. Donc quelque part, c'est un combat d'arrière-garde, mais un combat qui, malgré tout, a réussi. On ne peut pas non plus le balayer d'un revers de main en disant finalement l'histoire leur a donné tort, parce que c'est pas aussi simple que ça. On voit bien jusqu'à aujourd'hui que même ces minorités, même s'ils sont minoritaires dans l'opinion, ils sont encore majoritaires dans de larges secteurs. Dans les leviers de commande du pays. Voilà. Donc finalement, Et d'où les sorties, j'allais dire, périodiques contre les leaders actuels du pays au plan politique, d'anciens chefs du Mossad, qui tout d'un coup on se demande quelle mouche les pique pour vilipender le Premier ministre, ou alors sur un plan plus social, sociologique, les fameux appels aux dernières, pas aux élections du dernier mois d'avril, mais aux élections précédentes, de cette condamnation des Israéliens religieux qui embrassent les mezuzot et qui vont sur les tombeaux des tzadikim et entre autres de Shimon Bar Yochai. Je me souviens plus de ce fameux Israélien artiste qui avait vilipendé les embrasseurs de mezuzah. Et ce sont des sorties qui sont réitérées, c'est-à-dire cette classe politique ou plutôt cette élite israélienne qui est au levier de commande ou qui était au levier de commande et qui se rend compte que le pays est en train de se transformer. Oui, qui se rend compte depuis déjà assez longtemps que le pays se transforme pas dans le sens qu'elle voudrait. Et effectivement, ça accroît à la fois sa volonté de garder le pouvoir à tout prix, y compris à l'époque des accords d'Oslo, en achetant les voix de certains députés ou en s'alliant aux partis arabes les plus radicaux, et y compris aujourd'hui avec un certain mépris évidemment pour le peuple, et qu'on a bien vu d'ailleurs au moment de la loi État-nation. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous allez décider qu'est-ce qu'on va faire de ce pays. Il vous appartient pas. En gros, c'est ça le discours. Vous êtes juste des tchartcharim. Vous avez un mépris qui était là déjà à l'époque de Menachem Begin, quand la droite est arrivée au pouvoir, quelque part. C'est une couleuvre qui n'a pas été avalée. Ah oui, il y a une frange de ces élites israéliennes, de ces vieilles élites ashkénazes laïques de gauche, qui n'a toujours pas digéré l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin, porté par le second Israël. Donc quelque part, le second Israël, aujourd'hui majoritaire, aux yeux de certains, c'est encore le second Israël. Voilà, sa légitimité est toujours remise en cause. Il suffit de lire les pages du journal Haaretz pour s'en convaincre. Alors serait-ce que sur un plan plus large, si vous voulez, qu'après 70 ans après sa spectaculaire et miraculeuse, on pourrait dire renaissance sur la terre ancestrale des Hébreux, l'État d'Israël, en tout cas certaines de ses élites, douteraient encore et encore de son identité? On est toujours dans ce débat identitaire que vous signalez depuis 48. Bien sûr, on est toujours dans le même débat. C'est quelque part... C'est pas non plus un débat qui date seulement de 1948, c'est un débat encore plus ancien. Je dirais que c'est le débat qui est déjà présent dans la Bible, qui nous accompagne tout au long de notre histoire, de savoir est-ce qu'on assume notre identité hébraïque ou pas. Donc effectivement, pourquoi est-ce que ce débat aurait tout d'un coup disparu parce qu'on revient sur notre terre, alors que finalement il devient encore plus, quelque part, encore plus brûlant, puisque aujourd'hui il a des conséquences concrètes. Et effectivement, on voit bien dans les différents domaines de la vie nationale israélienne qu'il y a toujours cette ambiguïté et cette alternative. Par exemple, si on prend l'exemple un exemple très, très, très important pour nous, un exemple crucial, celui de la politique de sécurité, est-ce qu'on doit se conduire comme une armée occidentale, quelles sont les normes auxquelles on veut obéir et qu'on veut donner à nos soldats? On avait vu ce débat à l'époque du code éthique de Tsahal et finalement qui est toujours un débat qui est toujours présent. Est-ce que nos soldats doivent obéir à des règles morales les plus strictes et les plus, quelque part, les plus aberrantes, parce que même aucune armée occidentale n'y obéit, ou alors est-ce qu'on doit obéir à une véritable morale juive qui est bien différente? Faire que le soldat israélien soit un juif sur le champ de bataille. Oui, alors qu'est-ce que ça voudrait dire un juif sur le champ de bataille? Effectivement, à l'époque, quand il y avait vous vous rappelez du Rav Avishai Ronsky, qui était d'ailleurs le parrain politique de Ayelet Shaked et de Naftali Bennett, qui était présent lorsqu'ils avaient créé leur premier mouvement politique avant encore le Beit HaYehudi, et qui avait lui créé ce département au sein de Tzahal qui s'appelait Ruach Yehudit les Tzava ou Menatzer, quelque chose comme ça, un esprit juif pour une armée victorieuse. Donc qui avait voulu insuffler des valeurs juives dans l'armée et qui était devenu la bête noire du journal Haaretz et de la gauche, une certaine gauche israélienne, parce que justement il voulait toucher au sein des saints. Quelque part l'armée c'était
encore un bastion d'une certaine laïcité. Et puis il y a ce phénomène qui a été initié par la Cour suprême et qui aujourd'hui a envahi toutes les instances de l'armée, pas simplement l'état-major de Tel Aviv, mais aussi les états-majors de campagne. Et quand il y a des QG de guerre, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation du champ de bataille israélien qui enlève de l'efficacité à ça, à n'en point douter. Oui, c'est la même chose qu'on parle. On parle même de la même chose. On parle de savoir est-ce que Tsahal doit obéir à des normes morales totalement coupées d'ailleurs de la réalité militaire qui sont dictées par des avocats dans leur bureau climatisé de l'état-major, ou est-ce qu'on doit devenir une armée juive pour être une armée victorieuse, parce que c'est ça l'enjeu, évidemment. Et d'ailleurs, le nouveau chef d'état-major, une de ses déclarations lorsqu'il est entré en fonction, c'était il y avait un mot qu'on n'avait pas entendu depuis des décennies au sein des échelons élevés de Tsahal, c'était le mot victoire, un mot qu'on savait même plus ce que ça voulait dire. On fait la guerre pour remporter la victoire. Mais l'un des avatars de cette judiciarisation, c'était terrifiant de voir après Sharon, quand la barrière de sécurité commençait à faire ses preuves et qu'elle a empêché des attentats en Judée-Samarie, on a vu la Cour suprême prononcer des arrêts pour demander à Tsahal de détruire alors il y a eu deux types d'arrêts, des arrêts dans lesquels on empêchait un projet de construction au nom du droit des agriculteurs palestiniens qui pouvaient plus se rendre sur leurs champs à cause de la barrière, mais aussi des fois des secteurs où la Cour suprême a demandé qu'on démolisse la barrière. Ça s'est jamais fait mais c'est quand même effrayant, c'est-à-dire que la Cour suprême s'érige en exécutif sécuritaire du pays. Oui, bien sûr, ça fait déjà longtemps que la Cour suprême s'est donné le droit d'intervenir dans les domaines réservés à l'armée, à l'establishment de sécurité. Et non seulement ça, mais aujourd'hui, elle a même insufflé cet esprit au sein de l'armée. Et c'est peut-être le plus grave, c'est que finalement, aujourd'hui, l'armée israélienne sait très bien ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour régler le problème à Gaza, pour trouver une solution vraiment au mettre fin au tir de missiles inadmissibles sur le territoire israélien, mais elle ne le fait pas parce que... On invoque le coût humanitaire de ce... Oui, parce qu'on a déjà intégré le discours de nos ennemis ou le regard de la communauté internationale. Donc, finalement, l'armée se comporte plus tellement comme si elle était l'armée d'Israël, mais comme si elle était quelque part un arbitre. Un arbitre, exactement, un arbitre, de même que sur toutes sortes de questions, quand le discours officiel d'institutions israéliennes, c'est pas le discours de juifs israéliens, c'est le discours d'un arbitre qui est au-dessus de la mêlée. Comment concilier les droits des fidèles juifs et des fidèles musulmans sur le mont du Temple? On va en reparler d'ailleurs. Regardez, ce qui se dégage, pour reprendre le fil conducteur dans les 10 minutes qui nous restent de notre débat, ce qui se dégage en fait au final de l'analyse faite dans votre livre, qui est passionnant à lire, c'est un mélange paradoxal de pessimisme, d'un côté, parce que vous affirmez comme à l'instant que rien n'est encore gagné pour rattacher définitivement le projet sioniste à l'identité juive et hébraïque, mais aussi d'optimisme quand vous décrivez dans de nombreuses pages avec enthousiasme et surtout en conclusion tout ce qui a été déjà accompli dans ce pays en à peine 7 décennies, qui est vraiment une petite tranche du temps. Alors vous êtes fait de cet optimisme et de ce pessimisme, cette lucidité, on pourrait dire. Oui, je dois dire que je me suis pas tellement posé la question comme ça, mais effectivement, on peut tomber, c'est un petit peu les deux travers, ce serait soit de voir tout en noir, de voir finalement que les mauvais côtés et de se dire que finalement on n'y arrivera jamais, ou alors l'autre travers, ça serait euphorique, de croire qu'on y est déjà arrivé, alors qu'on n'y est pas encore, on est encore au milieu du chemin. Voilà, mais effectivement, il faut se garder de ces deux travers. Et j'ai une autre question à laquelle vous avez sans doute une réponse. Herzl lui-même, qui est un personnage emblématique, mal compris, a eu ce fameux livre très très argumenté de l'écrivain du spécialiste francophone de l'histoire de Herzl, Georges Weiss, qui amène beaucoup de sources, qui a fait une recherche considérable. D'ailleurs, son livre a été traduit non seulement en anglais, mais en hébreu. Et il a été, du vivant encore du fameux historien que vous citez, le père de Binyamin Netanyahou, a reçu ce livre, l'a lu et a félicité Weiss en lui disant que c'était le livre contemporain sur Herzl qui était le mieux écrit et le plus documenté. Or, dans ce livre, Weiss révèle, en extrapolant
en publiant un passage peut-être vite lu ou méconnu du fameux journal de Herzl, cette phrase, et aussi d'une série de lettres avec lesquelles il avait correspondu avec différents rabbins, dont le Rav Al-Kalai, qui était un des rares rabbins sionistes de l'époque. Il avait dit ceci, alors que c'est contradictoire avec la proposition de l'Ouganda. Il avait dit ceci: le retour à Sion sera le retour à la judéité. C'est une phrase clé du livre de Weiss. Et Herzl était donc tout laïque et si peu connaisseur de l'histoire du judaïsme. On voit un Herzl prophète qui dit que le retour à Sion, le retour en Eretz Israël, sera nécessairement le retour à la judéité. C'est une phrase stupéfiante. Oui, stupéfiante si on accepte un petit peu, je dirais, l'image d'Épinal dans laquelle on a souvent grandi, de voir Herzl comme un juif totalement assimilé qui serait... Journaliste viennois. Voilà, à Paris, qui au moment de l'affaire Dreyfus, qui tout d'un coup découvre l'antisémitisme et qui conçoit le projet d'un État refuge pour les juifs pour se persécuter. Mais effectivement, cette vision caricaturale, on sait bien qu'elle ne correspond pas à la réalité. Effectivement, George Weiss le rappelle tout à fait de manière très argumentée. Mais effectivement, et je parle de ce sujet dans le livre, de savoir finalement qui était Herzl, qu'est-ce qu'il voulait, et notamment à propos de cette affaire de l'Ouganda que vous avez citée. Est-ce que c'était vraiment pour créer un État juif en Afrique noire, ou alors ce que c'était, et finalement sa motivation, c'était tout simplement ce qu'il appelait un État refuge provisoire, un asile de nuit, Nartasil, parce que les Juifs étaient tellement en danger de mort que à cause des pogroms, on était obligé de trouver une solution immédiate sur le chemin d'Eretz Israël. Donc c'était absolument pas un substitut à Eretz Israël, c'était simplement une étape provisoire sur la route d'Eretz Israël. Donc l'Ouganda ne contredit pas la visée finale du sionisme. Vous vous souvenez qu'on parlait tout à l'heure de lui, Yossi Bellin, l'ex-ministre de la Justice du gouvernement Barak, qui va succéder aux accords d'Oslo, a écrit une autobiographie dans laquelle il parle de son grand-père, ou de son arrière-grand-père, je me souviens plus très bien, qui a assisté au congrès des Bochim, de ce congrès où les juifs russes, pas forcément religieux, mais ont refusé la solution de l'Ouganda. Et lui, de manière très intéressante, et ce qui donne suite à votre thèse qu'il y a des survivances aujourd'hui très vivantes de ces tendances-là, de l'état de tous ces citoyens, et des fausses formules comme la paix en échange des territoires, qui contredisent complètement le sionisme. Il dit, si on devait analyser dans la situation géopolitique de l'époque, justement les massacres, les pogroms qui s'accentuent, et la course de vitesse de souffrance du peuple juif, il dit, si on devait analyser en termes géopolitiques cette décision finalement de s'opposer à la solution de l'Ouganda, et mon grand-père faisait partie de ceux qui ont été contre la solution de l'Ouganda, et bien mon grand-père avait tort, dit-il. Et c'est une analyse qui est hallucinante. C'est le Yossi Bellin des accords d'Oslo qui dit ça. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui se joue dans ce positionnement? C'est absolument incroyable. Oui, moi ça me fait penser à ce qu'avait dit Ben Gurion, c'est on peut pas donner la terre d'Israël parce qu'elle appartient à nos grands-parents et à nos petits-enfants. Effectivement, les protagonistes des accords d'Oslo, ils ont donné tort à leurs grands-parents, à tous leurs Ben grands-parents. Gurion, en l'occurrence. Bien sûr, puisque aussi dans tout ce projet, il y a aussi quelque part le ressentiment contre David Ben Gurion, qui est incroyable et qui apparaît au moment de l'affaire Lavonne, et ensuite encore plus dans cette jeune génération. Il y a le témoignage, par exemple, saisissant d'Amos Oz, qui grandit à l'université hébraïque, qui lui aussi rejette sa propre famille, qui sont des sionistes révisionnistes, le professeur Klausner. C'est vraiment la révolte des fils contre les pères. C'est un Oedipe, on pourrait dire. Oui, disons simplement, sans même emprunter au vocabulaire psychanalytique, simplement la révolte des pères des fils contre les pères. On connaît bien ça dans la Bible. Freud n'a rien inventé. Alors comment, selon vous, et sur quel terrain, dans l'Israël d'aujourd'hui, Israël complexe, en proie à toutes sortes de défis, et avec une sociologie qui parle d'elle-même et qui tire le pays vers la tradition, vers le retour aux sources juives, qui n'est pas forcément un retour religieux, comme on le voit à Tel Aviv et ailleurs. Il y a aujourd'hui en Israël des yeshivot laïques où gens portant kippa et ne portant pas kippa étudient les textes, reviennent aux sources. C'était tout à fait extraordinaire et non conventionnel. Dans cet Israël mosaïque, composite, qu'est-ce que l'État hébreu devrait désormais affirmer haut et fort au niveau de son identité juive, selon vous, alors ?
Alors oui, évidemment, c'est la vaste question. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on devienne un État de tous ses citoyens, mais finalement, qu'est-ce qu'on propose en échange? Un État juif, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça ne veut pas dire simplement un État qui a pour emblème la Menorah, et qui a pour jour de repos le Shabbat. Ça va encore bien au-delà de ça. Et évidemment, c'est un vaste sujet. Moi, j'en dis quelques mots. On en a parlé un petit peu à propos d'une armée juive. Qu'est-ce que ce serait une armée juive qui aurait des valeurs juives qui ne seraient pas les valeurs occidentales ou post-occidentales, les valeurs défaitistes d'une morale judéo-chrétienne. Mais dans un autre domaine tout aussi important, c'est dans le domaine de l'économie. Qu'est-ce que ça voudrait dire un État juif? Et là, d'ailleurs, de manière assez étonnante, c'est Jabotinsky qui avait déjà eu beaucoup d'idées à son époque, lorsqu'il invoquait une troisième voie économique entre la barbarie socialiste et la sauvagerie du capitalisme. Et il y avait une troisième voie qui était fondée sur la philosophie biblique, à ses yeux. Donc il avait vu dans la Bible les prémices d'une économie juive. Et effectivement, là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire même avant même les débuts du projet sioniste. Il y a eu la première Shemitah en Israël, mais évidemment, on n'a pas tellement continué sur cette voie. Qu'est-ce que ça voudrait dire mettre en application les principes du Yovel et de la Shemitah? Et Jabotinsky, lui, dans un article fameux, il parle du Yovel comme devant inspirer l'économie juive, l'économie israélienne. Donc, effectivement, il y a beaucoup à faire. C'est un chantier immense. C'est un immense chantier qu'on commence à peine à défricher. Et l'enjeu, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. Il y a sûrement beaucoup de textes, beaucoup de choses en Israël qui ont été faites, mais qui restent encore trop dans le domaine de la théorie, qui n'ont pas encore été vraiment mises en pratique. Et évidemment, c'est une course de vitesse parce que de l'autre côté, l'idéologie capitaliste occidentale, elle a déjà le pouvoir quelque part. Donc c'est effectivement malgré les réalités sociologiques, malgré le fait que on est majoritaire, les juifs sont majoritaires, les juifs attachés à leur tradition sont majoritaires, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que le combat est déjà gagné. Ce combat se poursuit sur les terrains de l'éducation et aussi de la littérature, puisqu'on parlait de... c'est ce combat pour justement... assurer la continuité avec l'histoire juive et hébraïque. L'éducation et la littérature sont les arènes aussi parmi les principales de cette joute. Oui, bien sûr, mais au-delà même du débat idéologique, l'enjeu ensuite, ça sera de transformer l'essai quand tout le monde sera convaincu, quand la grande majorité des Israéliens seront convaincus que l'État d'Israël, c'est bien la poursuite de l'État, je dirais à la fois de l'Israël antique et de l'Israël historique. C'est bien, on écrit la suite de notre histoire nationale. Alors l'enjeu, ça sera de transformer l'essai quelque part en appliquant ces réalités sur le terrain et en montrant qu'est-ce que ça sera un État véritablement juif. Évidemment, un programme tout à fait ambitieux qu'avaient entrevu les pères fondateurs de l'État d'Israël et dont on est encore alors au niveau géopolitique, puisque c'est notre fil conducteur, il nous reste quelques minutes seulement, qu'est-ce que ça signifie avec ce fameux dossier sur le mont du Temple que vous citez comme l'instant de Moshe Dayan? Alors aujourd'hui, dans le contexte très concret d'Israël, confronté à un Moyen-Orient complètement tumultueux, avec des forces politiques qui sont celles pas seulement de l'autorité palestinienne ou du Hamas, mais aussi du mouvement islamique israélien, qui en fait prennent leurs propres actes, qui projettent leurs propres méfaits sur les Juifs en disant que Israël veut judaïser Jérusalem, comme si on reprochait nous aux musulmans d'islamiser la Mecque ou aux chrétiens de christianiser le Vatican. Tout d'un coup, on prétend qu'Israël veut détruire Al-Aqsa et qu'Al-Aqsa est en danger, alors que c'est bien l'islam qui a construit 4 mosquées sur le mont du Temple, alors qu'il n'y en avait que 2 en 67. Vous préconiseriez quoi comme attitude pour Israël par rapport au mont du Temple et à l'esplanade des mosquées, comme on dit à l'AFP? En fait, le mont du Temple, c'est le lieu emblématique, mais en fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce que les choses sont en train de changer à un rythme assez rapide. Oui, et on voit bien que tous les mensonges sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Le mensonge palestinien, le mensonge de l'autorité palestinienne, et finalement, tous ces ennemis, quelque part, on les a nous-mêmes parfois suscités dans une certaine mesure. C'est nous-mêmes qui avons installé le Hamas à Gaza, qui avons installé le Hezbollah à la frontière nord. Et peut-être aussi, il y a un lien avec le sujet dont on a parlé, c'est qu'on a quelquefois armé nos ennemis parce qu'on voulait fuir notre identité. C'était aussi une façon un petit peu commode de dire, de toute façon, on ne peut pas assumer la souveraineté en Judée-Samarie parce qu'il y a les Arabes qui l'habitent, on ne peut pas non plus être souverain à Jérusalem parce qu'il y a des Arabes, on ne peut pas être sur le mont du Temple parce qu'il y a des musulmans.
c'est un petit peu cet argument facile et mensonger qu'on a toujours entendu. Oui, et le jour où on fera entendre un autre discours, on s'apercevra tout d'un coup que l'hostilité arabe, elle est largement aussi, quelque part, une illusion, elle aussi, parce que les Arabes sont prêts, quelque part, à accepter notre souveraineté dès lors que nous-mêmes nous l'aurons pleinement assumée. Dès que nous affirmons nos droits et que nous nous donnons les moyens de les affirmer. Et finalement, pour répondre à votre question sur 67, l'instant 67, on a voulu... on a voulu rejeter ce cadeau du ciel, on a voulu finalement cette victoire, on a voulu tirer un trait dessus et rendre les clés, et on a voulu aussi rendre la Judée-Samarie. Donc finalement on a voulu revenir au statu quo ante, à ce que Abba Eban appelait les frontières d'Auschwitz. C'était un peu la tentation de l'Israël laïque d'avant 67, et on n'a pas pu, on a été contraint malgré tout d'accepter ce cadeau du ciel et de le gérer, de l'administrer. Et maintenant la deuxième étape, c'est de dire au monde entier qu'on en est les propriétaires, et lorsqu'on va faire ça, on va s'apercevoir que finalement le monde l'acceptera, parce que le monde sait au fond de lui, les Occidentaux le savent, et les Arabes et les musulmans le savent aussi, que cette terre nous appartient, ils le savent très bien. Le peuple juif est le propriétaire de la terre d'Israël. Et parfois ils le savent même mieux que nous, et c'est eux qui nous le rappellent. Et c'est pas un hasard si c'est Trump qui aujourd'hui rappelle à Israël que le Golan lui appartient, que Jérusalem lui appartient, et demain aussi que la Judée-Samarie lui appartienne. Ce sera peut-être lui qui devra le dire, parce que quelquefois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas capables de dire ces choses-là. Il faut qu'une voix étrangère nous le rappelle. Intéressant. Peut-être en guise de conclusion de notre entretien, et pour donner le goût au lecteur de vous lire, je voudrais à ce propos faire une dernière citation de ce que vous avez écrit, justement, une autre manière de répondre à ma question sur le monde du Temple, à la fin de votre livre, presque à la fin. Vous expliquez, après avoir développé justement les ambiguïtés, pas seulement politiques, mais des points de vue religieux, des fois ambigus, qui existent dans le Coran sur les Juifs et les droits des Juifs sur cette terre, des sourates qui sont censurées. Vous concluez ainsi: dans ce contexte, l'attitude d'Israël sur le mont du Temple est une double erreur, écrivez-vous, erreur psychologique et politique. Psychologiquement, vous parlez de l'erreur actuelle de gérer l'ambiguïté. Elle renforce les musulmans dans leur complexe de supériorité en les confortant dans l'idée que l'islam est destiné à dominer les autres religions et que ces religions, ne peuvent exercer leur culte qu'avec l'autorisation et sous le contrôle des musulmans, c'est-à-dire en étant des dhimmis. Politiquement, et dites-vous, elle confirme le sentiment paranoïaque de menace existentielle que l'islam doit céder dans toute manifestation d'indépendance et de liberté de ces mêmes dhimmis à l'intérieur du monde musulman. Et vous ajoutez, paradoxalement, la souveraineté juive à Jérusalem est perçue comme une menace pour l'islam, précisément de par son caractère incomplet et partiel. Les juifs sont d'autant plus considérés comme des intrus sur le mont du Temple qu'ils n'y sont pas présents à demeure et qu'ils y viennent toujours sous bonne escorte comme des étrangers et des envahisseurs potentiels. Et vous suggérez l'alternative. Alors quelle est l'alternative ? C'était le sens de ma question. À cette situation inextricable et mortifère consisterait, comme l'avait bien vu l'écrivain et poète Uri Zvi Greenberg, à asseoir notre souveraineté entière et sans partage sur le mont du Temple, car, vous citez Greenberg, celui qui contrôle le mont le mont contrôle le pays. Ce faisant, Israël, dites-vous, signifierait ainsi au monde musulman que sa présence sur sa terre retrouvée est permanente et non pas provisoire, et que les Juifs revenus à Sion ne sont pas des croisés destinés à être chassés à plus ou moins longue échéance. Ils sont bel et bien les maîtres et les souverains à Jérusalem, comme à Hébron et ailleurs, et ils sont là pour y rester. Fin de citation. En vous remerciant. Pierre, vous voulez peut-être rajouter un mot ? Mais non, je suis persuadé que cette vision d'Uri Zvi Greenberg, effectivement, elle est plus actuelle que jamais. Elle est très pertinente. Le jour où nous-mêmes nous saurons que nous sommes là à demeure, alors les autres le comprendront aussi. C'est la clé de notre survie géopolitique dans cet environnement compliqué. Eh bien, elle est en nous. C'est à nous de la trouver, mais nous avons tous les éléments sont entre nos mains. Merci Pierre à la fois pour avoir écrit ce livre, dont je rappelle le titre qui est ici représenté, Israël, le rêve inachevé, un État en quête d'identité, paru il y a quelques mois, fin décembre, aux éditions Paris. Max Chalet. Merci Pierre d'être venu et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.